Le secret inavouable. Quand le mariage devient un piège inimaginable. J'ai toujours cru que les pires épreuves avant le mariage seraient des pieds froids ou une belle-mère tyrannique. Jamais je n'aurais imaginé être prévenue, 2 nuits avant le grand jour, que le père de mon fiancé exigerait une vérification de ma virginité. Marcus et moi étions confortablement installés sur le sol, pliant les programmes de mariage et sirotant du vin, quand il a laissé tomber cette bombe avec une déconcertante désinvolture. « Demain soir, mon père doit examiner », a-t-il déclaré, comme s'il me rappelait notre dîner de répétition. Mes frères et mon oncle Roberto seront là comme témoins. J'ai éclaté de rire. Bien sûr, me suis-je esclaffé. Que fait-on d'autre quand quelqu'un vous balance une déclaration pareille? Mais Marcus ne plaisantait pas. Ses yeux bruns profonds et chaleureux qui m'avaient tant attiré lors de notre première rencontre, restaient d'un sérieux absolu. Il a pris ma main et a tracé des cercles dans ma paume, un geste qu'il faisait toujours pour m'apaiser. C'est ainsi que nous garantissons la pureté de la mariée. Ces mots sonnaient absurdes dans notre appartement, baignés de la lueur des bougies, entourés de cartes de réponse pliées et de l'odeur du linge propre. Nous avions réservé notre lune de miel à Santorin. Il ne nous restait plus qu'à prononcer le « oui ». Puis il a mentionné cela comme une simple tradition matrimoniale. J'ai demandé si sa mère l'avait fait. Bien sûr, a-t-il répondu. Toutes les femmes qui épousent un membre de la famille Castano le font. Ma mère, Maria, toutes les femmes de mes cousins. Cela prouve votre amour. Cela montre que vous n'avez rien à cacher. Et soudain, la chaleur que j'avais ressentie au sein de sa famille s'est transformée en quelque chose de monstrueux. Sa mère, la femme qui avait pleuré avec moi au décès de ma grand-mère et m'avait appris à préparer sa célèbre sauce du dimanche, avait enduré cela? Écarté les jambes pour son mari sous le regard de ses beaux-frères? J'ai retiré ma main. Non, ai-je dit. Cela n'arrivera pas. Il a semblé effondré, comme si je venais de lui annoncer que j'avais couché avec son meilleur ami. Tu ne saisis pas ce que tu me demandes, a-t-il dit en arpentant la pièce. Ce n'est pas une violation. C'est une vérification. Cela prend 5 minutes, puis on passe à autre chose. Nous avions attendu 2 ans pour notre intimité, car il avait dit vouloir que notre nuit de noces soit spéciale. Je trouvais cela adorable. Je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait de me préserver pour une inspection. Comme si j'étais une bouteille de vin millésimé dont il voulait s'assurer que le bouchon était intact avant l'achat. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Ce soir-là, je suis partie. J'ai conduit sous la pluie jusqu'à l'appartement de ma meilleure amie, le mascara dégoulinant sur la robe que j'avais achetée pour le dîner de répétition. Elle a ouvert la porte, et je me suis effondrée dans ses bras. Il veut que son père vérifie si je suis toujours pure, me suis-je étouffée. Elle m'a versé du vin que je ne pouvais pas boire et m'a tenu la main jusqu'à ce que je m'évanouisse sur son canapé. Le lendemain matin, je suis rentrée à l'appartement. Je ne savais pas ce que j'espérais. Des excuses, peut-être. J'ai eu droit aux pleurs de Marcus. La table était toujours encombrée de bouteilles de bière et de programmes de mariage. Si tu m'aimais, tu me protégerais de ça, lui ai-je dit. Puis il m'a giflé. Je ne pense pas qu'il l'ait fait intentionnellement. Ses yeux se sont écarquillés dès que sa main a touché ma joue. Nous sommes restés là, tous les deux. J'ai laissé la bague sur le comptoir de la cuisine et je suis partie. Quelques jours plus tard, il est apparu chez mon ami. Ses mains tremblaient. « Je t'ai frappé pour te sauver la vie », a-t-il dit. « Pardonne-moi. » « L'examen n'a rien à voir avec ça, a-t-il murmuré. C'est une vente aux enchères. Je l'ai fixé, hésitant entre le croire et appeler la police. Il avait l'air hanté. L'homme qui m'avait demandé en mariage sur le pont de Brooklyn ne ressemblait plus qu'à l'ombre de lui-même. Il a sorti des contrats, des accords de vente, tout ce qui portait mon nom. Ils te trouveront grâce à ça, a-t-il dit. Le fleuriste à ta carte. Le photographe à ton courriel. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Ma meilleure amie a commencé à le filmer en silence. Elle révisait pour l'examen du barreau, et son cerveau d'avocate a pris le dessus. J'ai appelé le lieu de l'événement. Il demandait 8 000 $ pour annuler. J'ai payé. C'était censé être mon loyer pour le prochain logement. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a demandé si j'avais bu. Les jours suivants furent un tourbillon de vendeurs qui tentaient de me poursuivre en justice. Mon travail me signalait pour instabilité et mon amie me demandait de partir car elle avait besoin que sa bourse soit financée par les Castano. J'étais effacée, réécrite en une mariée hystérique et instable. Et Marcus, lui, était le pauvre garçon au cœur brisé qui apportait des cannolis à ses collègues des urgences. J'ai essayé d'avertir les gens. J'ai essayé de dénoncer ce qui se passait, mais chacun de leurs gestes me discréditait encore davantage. Puis j'ai vu Maria, sa belle-sœur, chez un pédiatre. Elle a murmuré « à l'aide » avant de se détourner. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas la première, et que si je n'agissais pas, je ne serais pas la dernière. J'ai commencé à dresser une liste. Chaque transaction, chaque fournisseur annulé,
chaque personne qui m'évitait soudainement. Les Castano pensaient me détruire, mais ils me montraient exactement comment ils opéraient. Ma réputation était en miettes. L'église que je fréquentais depuis mon enfance m'a interdite d'accès en attendant une thérapie. Madame Castano a pris la place de ma grand-mère, arborant sa broche volée et versant de fausses larmes dans les bras de notre congrégation. J'ai croisé Maria à nouveau, cette fois à la pharmacie. Elle parlait à voix basse, faisant semblant de comparer des flacons d'aspirine. « Ils surveillent tout », a-t-elle dit. « Ils ont dit, si j'essaie de partir, je perdrai mon fils. » Le pharmacien l'a appelée et elle a pris la fuite. En quelques heures, j'ai été accusée de la harceler. J'ai vu mes amies s'éloigner. L'une d'elles devait choisir entre m'aider et sa propre carrière d'avocate. Ma cousine a pris la défense de Marcus parce qu'il l'avait aidé à réaliser son projet de concours scientifique. Même ma mère m'a supplié d'arrêter pour que mon père ne perde pas son plus gros client, Monsieur Castano. Un soir, je suis tombée sur notre ancien compte de stockage infonuagique. Marcus avait utilisé l'anniversaire de sa mère pour tout. Dans un dossier intitulé « Documents fiscaux », j'ai trouvé des courriels anonymes adressés à un certain père Francis. Il décrivait tout. Son horreur, son plan pour me repousser avant qu'il ne puisse me vendre. J'ai commencé à analyser les finances de la famille. Les paiements arrivaient toujours 13 mois après les mariages, les sociétés écrans, les virements en euros. Les publications Instagram de Maria devenaient des appels à l'aide codée, des légendes sur la protection, des dîners sur la tradition, un plaisir subtil sous des photos souriantes. Puis la photo d'un numéro inconnu est arrivée. Moi, débraillée, au tribunal. Ils montaient leur dossier, me piégeaient. J'ai creusé plus profondément. J'ai retracé les achats de la pilule du lendemain jusqu'à la tante de Marcus grâce à son numéro de fidélité en pharmacie. Je me suis souvenu de détails de la préparation du mariage et je les ai recoupés avec des dossiers financiers. Les chiffres ne mentent pas, et il commençait à crier. Le photographe a refait surface. Il voulait être payé. Je l'ai rencontré en espérant qu'il avait capturé quelque chose, et il avait des contrats de fonds, des poignées de main, des contrats qui changeaient de main pendant ma propre séance de fiançailles. Mon frère m'a contacté. Il ne pouvait pas m'aider publiquement. Son enfant avait besoin d'insuline et il travaillait pour une entreprise de Castano, mais il faisait des copies de ses relevés d'emploi. Des femmes embauchées puis licenciées 13 mois après leur mariage. Je brûlais les étapes. Des amis ont perdu des batailles pour la garde de leurs enfants à cause de leur association avec moi. D'autres ont mis fin à leur mariage, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas avec Maria toujours piégée. Puis j'ai découvert que la sœur de Madame Castano n'avait pas simplement déménagé. Elle avait été la première à s'enfuir il y a 30 ans. Je l'ai retrouvée vivant dans le Maine. Elle a accepté de témoigner. Maria a tout risqué. Des clés USB cachées dans des ours en peluche, des enregistrements de téléphone prépayés, des photos d'acheteurs, des documents financiers avec signature et date. Son témoignage a révélé l'affaire. Elle a accepté de témoigner à une condition, la garde à vue pour elle et son fils. L'ADA, assistant du procureur, a finalement écouté. Des accusations ont été portées. Trafic, complot, blanchiment d'argent. Marcus a pété les plombs et a témoigné contre sa famille pour obtenir une peine plus légère. Ses aveux ont ajouté du contexte à l'horreur, au conditionnement, à la manipulation, à l'illusion de l'honneur. D'autres femmes se sont manifestées. La force tranquille de Maria est devenue un phare. Elle a détaillé la vente aux enchères, l'inspection, la vente. Son courage était à toute épreuve et inébranlable. Les experts ont découvert des contrats rédigés en italien, des actes de vente littéraux, certains avec des clauses de retour, des prix, des conditions. Le jury n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. Coupable de tous les chefs d'accusation. La condamnation n'était pas une victoire. C'était une question de survie. Monsieur Castano a été condamné à 25 ans de prison. Ses fils entre 15 et 20 ans. Madame Castano, elle-même victime, a bénéficié d'une thérapie, et non d'une peine de prison. Les acheteurs ont été jugés séparément. La famille Castano a été démantelée. Leurs biens ont été saisis. Leurs maisons sont devenues des scènes de crime. Les églises qu'ils avaient financées ont perdu des fidèles. Les entreprises qui avaient prospéré grâce à leur argent ont fait faillite. Leur nom, autrefois synonyme de charité, est devenu un exemple édifiant. J'ai déménagé, j'ai recommencé ma vie dans une ville où personne ne connaissait mon nom. J'ai fait des petits boulots, trouvé un thérapeute, fait de longues promenades sans regarder par-dessus mon épaule. Cela a pris des années, mais les cauchemars se sont estompés. Marcus a purgé sa peine. Il m'a écrit de prison. Des excuses, des explications. Je n'ai jamais répondu, mais j'ai gardé les lettres. Il m'avait aimé, je crois, mais pas assez pour rejeter assez tôt la noirceur de sa famille. L'opération Castano n'était pas isolée. 3 autres familles géraient des systèmes similaires. Le trafic se faisait passer pour une tradition. L'enquête s'est répandue.
Des femmes ont commencé à tendre la main. Celles qui s'étaient échappées, celles qui étaient encore piégées. Des groupes de soutien se sont formés. Nous nous réunissions tous les mois. Survivants et alliés se reconstruisaient ensemble. Maria s'épanouissait. Elle est retournée à l'école et est devenue assistante sociale. Son fils a grandi en sécurité, fier de sa mère qui a tout risqué. Elle était ma sœur de survie, pas de sang. Une loi fédérale a été votée en notre nom. Des protections plus strictes, un signalement obligatoire, une formation améliorée. Nos souffrances sont devenues un modèle de prévention. La robe de mariée que je n'ai jamais portée, je l'ai donnée. Quelqu'un d'autre la portera. Peut-être connaîtra-t-elle la fin heureuse que je n'ai pas connue. Le nom de Castano a disparu des bâtiments et des bourses. L'empire s'est effondré, mais son héritage est resté, marqué par des cicatrices, des réformes, des histoires murmurées autrefois secrètes. J'ai pris la parole lors de formations pour les forces de l'ordre. Mon histoire, un avertissement, un outil, un appel à s'intéresser de plus près aux traditions. Les années ont passé. Ma vie, bien que plus petite que celle que j'avais imaginée, m'appartenait. Méritée, non donnée. Je vivais simplement, tranquillement. J'ai aidé d'autres personnes à s'échapper, un appel à la fois. La dernière pièce du puzzle est arrivée grâce au fils de Maria. Une clé USB cachée dans un ours en peluche. Elle contenait tout. Preuves de transactions, enregistrements audio, photos des acheteurs, documents signés et scellés. Le juge lut le verdict final. Coupable. Un système s'était effondré. Une vérité trop longtemps enfouie avait été exhumée. Et pourtant, de nouveaux appels arrivaient, de nouvelles histoires, de nouvelles femmes disaient « Je crois que c'est ce qui m'arrive ». Je répondais à chaque fois. Car un refus avait mis fin à la tradition Castano, et peut-être qu'un autre pourrait en arrêter un autre. J'ai persévéré, même si cela m'a tout coûté. Amis, famille, sécurité. Mais j'ai trouvé mieux. La vérité et un but que je n'aurais jamais imaginé. J'ai construit ma vie autour des décombres. J'ai fait du bénévolat auprès d'associations de survivants. J'ai aidé des femmes à échapper à leurs traditions perverses. Le procès de Castano est devenu une affaire historique. Les facultés de droit l'ont étudié. Les associations de défense des droits l'utilisaient en formation. 5 ans après que Marcus m'ait parlé de l'examen, je me suis retrouvée devant le tribunal. Ni en tant que victime, ni en tant que défendresse. En tant que défenseur, soutenant une autre femme dont la famille de son fiancé avait des pratiques similaires. Cette fois, le juge avait un précédent. Le système était prêt. Le nom Castano avait disparu. Leur maison avait été vendue. Leur famille s'est brisée. Leur tradition a pris fin. Mais les cicatrices qu'ils ont laissées persistent. Parfois, je repense encore à la vie que j'ai failli avoir. Santorin, les dîners de famille, le rire de Marcus. Mais je me réveille seule dans mon appartement, reconnaissante que la vie ait été bâtie sur des mensonges. Celle-ci est bâtie sur la survie. Le fils de Maria a ri récemment. Elle m'a envoyé exactement ça. Il a ri. J'ai pleuré en le lisant. Non pas parce que c'était triste, mais parce que cela signifiait que quelque chose avait été restauré. Je réponds à tous les numéros inconnus maintenant. L'une d'elles était une femme qui avait découvert mon histoire en ligne. La famille de son fiancé avait une coutume similaire. Elle avait besoin d'aide. Je lui ai donné un nom, un numéro, un plan. Elle m'a rappelé des semaines plus tard. Libre. Le cycle continue. Mais maintenant, la résistance aussi. Mon histoire ne s'est pas terminée par un mariage ou une vengeance. Elle s'est terminée par la survie, par le refus d'être une victime, par le sauvetage des autres.